Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être aujourd'hui présents pour participer à un webinaire donc conjoint organisé en collaboration avec Business France que nous avons travaillé depuis quelque temps. Donc, on est très heureux de vous le présenter sur le potentiel du marché agroalimentaire dans les trois pays majeurs de l'Asie du Nord-Est, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Juste avant de commencer, on rappelle juste les petites indications pour que le webinaire se déroule bien. Le webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas que votre image apparaisse, vous pouvez couper la caméra. Pensez bien à couper votre caméra et vos micros pour pas qu'il n'y ait d'interférence. Et si vous voulez poser vos questions, au fur et à mesure, n'hésitez pas dans le chat et à la fin en levant la main. Nous pensons que c'est mieux puisque il y aura plusieurs parties, que les questions arrivent plutôt à la fin du webinaire si vous le voulez bien. Et comme d'habitude, le replay vous sera envoyé après la présentation. Alors je vais vous faire une petite présentation d'Adoc comme nous le faisons habituellement. Et ensuite, nous aurons donc pour cette présentation des marchés Anne Guinaudot, qui est responsable du pôle agrotech chez Business France Taïwan. Louis Gavet, qui est chargé de développement agrotech chez Business France Japon. Et Rosine Dutheil, chef de pôle agrotech Business France Corée. Et ensuite, je vous présenterai en détail la mission Food Experience Corée du Sud, Taïwan et Japon que nous organisons en collaboration en nous joignant donc à l'événement Food Experience qui s'adresse à toutes les entreprises françaises organisées sur ces trois pays. Pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez, mais on vous rappelle que ADOC est l'agence d'attractivité et de développement de la région Occitanie. Nous travaillons sur l'accompagnement des entreprises sur les trois piliers de la sensibilisation, de l'information, avec des webinaires, par exemple, marché comme nous le faisons aujourd'hui. Nous accompagnons sur un second axe qui est celui du développement de marché de la prospection, comme le Food Experience que nous allons organiser, et des événements donc plutôt d'accompagnement promotionnel de la marque Occitanie Sud de France, comme nous sommes en train de le faire donc de manière réussie au Japon, puisque nous sommes en train d'organiser une semaine Occitanie au sein de la French Fair Aeon, qui est un des plus grands groupes d'équivalent de Carrefour au Japon. Donc nous avons actuellement une campagne en cours, je vous l'expliquerai en fin de webinaire, avec 6 entreprises qui partent donc avec nous pour une semaine promotionnelle autour de la marque Sud de France. Les produits seront présentés dans différents magasins avec une mise en avant de la richesse du terroir et gastronomique de la région Occitanie. Nous nous appuyons pour tous nos événements et l'organisation de nos différentes activités dans le monde entier sur nos différents bureaux. Nous en avons un et maisons à Hambourg, Casablanca et New York. Et là, je vous ai fait un focus sur les 2 bureaux que nous avons donc en Asie. À Shanghai, nous avons une équipe de 4 personnes. Et à Tokyo, donc c'est celui qui va le plus nous concerner pour cette action, donc Martin Bayer est le chargé de la coopération Occitanie-Japon basé à Tokyo et qui nous accompagne donc régulièrement dans toutes nos actions. Si vous avez besoin des questions particulières, vous pouvez vous adresser à lui, en parallèle bien sûr de toutes les équipes Business France qui sont actuellement présentes aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Rosine pour la partie de la présentation du marché de la Corée du Sud. Merci. Bonjour à tous. Je crois, Sophie, que j'ai pas le partage du PPT à l'heure actuelle pour tous. Est-ce que vous Ah, pouvez voir pardon. ma présentation? Ah, je le Sophie, remets alors, pardon. merci. Est-ce qu'il est revenu? Oui, il est revenu et je vais C'est devoir te bon. demander de pouvoir changer les slides pour moi. Oui, Euh, pas de souci. donc, comme on disait, la Corée du Sud, c'est un pays qui fait partie d'une zone assez dynamique qui est la zone Asie du Nord-Est.
Donc, nous sommes la 13e économie mondiale, le 8e exportateur. Et c'est vrai que depuis notamment les JO de 1988, c'est un pays qui s'est beaucoup installé, en tout cas sur la scène internationale. Et particulièrement, je pense que vous connaissez les grandes entreprises coréennes comme Samsung, LG ou encore Hyundai, et qui font au final, je dirais, la beauté en tout cas et la présence de la Corée du Sud à l'international. La Corée a un partenariat historique avec les États-Unis, particulièrement à cause de leur histoire, donc notamment la guerre de Corée. Et à l'heure actuelle, où on est dans un pays qui souhaite beaucoup s'étendre, particulièrement avec l'Union européenne. Donc vous avez à l'heure actuelle 22 accords de libre-échange couvrant 59 pays, dont la France grâce à l'UE, ce qui vous donne notamment des droits de douane nuls sur la plupart de vos produits, bien sûr à moindre mesure selon les catégories. La Corée du Sud, c'est un pays qui est notamment avec une forte concentration de population dans deux villes principales. La première, c'est Séoul, qui est donc sa capitale. Vous avez tout autour ce qu'on appelle la grande agglomération de Séoul, qui s'appelle Gyeonggi-do, très similaire à la région parisienne. Et donc, vous comptez notamment 25 millions d'habitants sur une économie quand même, ou en tout cas sur un pays de 51,7 millions d'habitants. La deuxième ville est Busan, qui est très similaire à Marseille, assez côtière, avec notamment un vrai centre, en tout cas, au niveau de l'Horeca, beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, etc. Ce qui en fait vraiment la deuxième ville du pays, avec donc aussi un intérêt pour les professionnels. Outre en tout cas la vraie présence sur la scène internationale de la Corée du Sud, c'est un pays qui importe beaucoup. J'en parlerai dans la slide suivante. Ils ont notamment une concentration, une autosuffisance en tout cas alimentaire assez faible, et ce qui fait qu'ils sont très dépendants des importations. À l'heure actuelle, la France est le 14e fournisseur en produits de la Corée du Sud, et particulièrement sur des produits à haute valeur ajoutée, ce qui aide particulièrement les exportateurs français, puisque c'est ce qui fait du fer de lance de la France. On a notamment, nous, on est le 5e pouvoir d'achat en Asie. Vous avez aussi un point qui est assez intéressant et qui notamment influence aussi beaucoup les exportateurs, c'est le taux de pénétration des smartphones. Vous avez une hyperconnectivité. La plupart des Coréens ont la 5G, les derniers téléphones qui sont mis à jour, et ça influence beaucoup, en tout cas, sur la promotion, la mise en avant, la visibilité des produits alimentaires, puisque ça influence aussi la consommation. Slide suivante, s'il te plaît, Sosie. Pour ce qui est en tout cas de l'agroalimentaire de façon générale, comme j'ai pu déjà le dire, la Corée du Sud dépend énormément des importations. Vous avez à l'heure actuelle une surface agricole de l'ordre de 13,5%, et particulièrement la France, comme je disais, nous sommes 14e fournisseur avec 675 millions d'euros en 2025. Pourquoi cette place qui est 14e? C'est parce que la Corée du Sud dépend beaucoup des produits carnés céréaliers, et donc son principal partenaire reste les États-Unis ou encore l'Australie, avec lesquels ils ont beaucoup d'efforts, en tout cas liens au niveau des importations. Pour ce qui est des consommateurs, c'est des consommateurs qui sont assez exigeants, très orientés qualité et origine. Vous avez un réseau, en tout cas, je dirais, de distribution, de consommation très tourné vers l'Horeca, puisque vous avez un faible accès, en tout cas, à l'immobilier. Les appartements sont plutôt petits, ce qui les oblige à beaucoup à aller consommer dehors. Vous avez notamment tout ce qui va être au niveau du déjeuner et du dîner, avec bien sûr des tickets restaurants qui sont assez différents. Mais vous avez notamment une consommation hors domicile qui est de l'ordre de 300 euros par mois et par foyer, et qui est en augmentation au vu des années. Vous avez aussi un point qui est intéressant pour vous et qui va aussi vous influencer dans votre développement en Corée du Sud, c'est que vous allez avoir que 42%, vous allez avoir 42% pardon, de monofoyer, ce qui oblige les exportateurs français à aussi revoir parfois leur packaging pour partir sur des formats plus petits, plus faciles d'accès, et qui notamment permettent de pouvoir atteindre une plus large cible, puisque des formats qui sont beaucoup plus grands seront plus compliqués à ce moment-là à pouvoir vendre et marketer pour les importateurs. La France bénéficie d'une très belle image en Corée du Sud, puisqu'elle est reconnue pour son savoir-faire, pour sa qualité, puisque de par la présence de la France dans l'Union européenne, vous avez des obligations en termes de tout ce qui va être protection animale ou encore pesticides, qui font en tout cas que l'Union européenne et particulièrement la France ont une belle réputation.
Point aussi intéressant sur ce segment-là, c'est que vous allez juste un tout petit peu avant ce dit, je vais finir la dernière partie. Point intéressant sur ce segment-là, c'est l'accidentalisation de la consommation qui s'est beaucoup faite ces dernières années. Vous avez notamment tous les modes de consommation, puisqu'on reste sur un pays asiatique avec des bases notamment dans la consommation, beaucoup de soja, beaucoup de plats épicés. Néanmoins, vous avez de plus en plus de produits européens qui sont utilisés, que ce soit des produits laitiers ou encore de la BVP ou encore le vin, par exemple, qui sont très présents dans la consommation au quotidien des Coréens. Vous avez le guide Michelin qui est présent dans 2 villes, Séoul et Busan. Et on a à l'ordre actuel en 2026, 46 étoilés classés au guide. Et vous avez aussi le bio qui est reconnu depuis 2015 en Corée du Sud. Slide suivante, s'il te plaît, Sophie. Pour ce qui est le fer de lance, en tout cas de l'industrie française en Corée du Sud, vous avez particulièrement un vrai focus sur les produits laitiers. Nous sommes le 3e exportateur de produits laitiers, 1er exportateur de beurre, 2e exportateur de lait et de crème et 7e exportateur de fromage. Le fromage, malheureusement, a quelques problématiques, on va dire, sanitaires et réglementaires qui font que nous ne sommes que le 7e. Néanmoins, on a un vrai intérêt des consommateurs coréens pour découvrir des fromages de beaucoup plus de qualité, complexes, avec notamment une recherche vraiment d'AOP. Vous allez avoir ensuite la BVP. Nous sommes le 6e fournisseur de la Corée du Sud avec 6,4% de part de marché. Vous allez avoir notamment tous les ingrédients qui sont aussi liés à la BVP, donc ce qui va être par exemple les huiles, le beurre, la crème, les pâtes surgelées. Ce sont des points en tout cas qui sont beaucoup mis en avant et on voit notamment même dans la consommation et la production locale une vraie premiumisation des ingrédients. Donc des chaînes par exemple de boulangerie comme Paris Baguette qui sont très connues vont utiliser des ingrédients français, donc de la farine française ou encore du beurre français, et vont le mettre en avant dans leur consommation. On est aussi au niveau des produits d'épicerie et gourmet, on est très présent. Le segment café, les huiles et tout ce qui va être sauce et épices sont très mis en avant. Donc, c'est des points, en tout cas, au niveau des marchés qu'il faut vraiment cibler, je dirais, ou en tout cas s'investir sur la Corée du Sud. La dernière tendance qui est assez importante sur le marché, ça va être tout ce qui va être santé ou les produits encore fonctionnels. Suite au Covid, vous allez avoir beaucoup de Coréens qui sont à la recherche de tout ce qui est sans sucre, par exemple, avec moins de calories, plus de protéines, plus de vitamines, plus d'ingrédients de meilleure qualité. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va être sur une vraie prise en conscience, en tout cas de la santé, et de faire un petit peu plus attention à ce qu'on mange. Et donc, ils vont beaucoup plus se tourner vers des produits européens, dont français, plutôt que des produits américains, où là, à ce moment-là, on a un petit peu moins je dirais, de produits de ce type-là. Slide suivante, s'il te plaît, Sosie. Je vous ai sorti quelques catégories qui sont les plus dynamiques que vous voyez entre 2021 et 2025. Donc, vous avez particulièrement les produits laitiers qui ont beaucoup évolué, donc plus 47% entre 2021 et 2025. L'épicerie sucrée, la farine, les produits carnés sont un petit peu en baisse puisque je vais vous en parler tout à l'heure. Vous avez en tout cas au niveau réglementaire sanitaire des petites complications. Vous avez aussi notamment, là je pense qu'il y a une petite erreur sur la BVP, mais c'est aussi en augmentation et vous avez un segment qui est beaucoup plus développé, notamment sur tout ce qui va être, comme je disais, les ingrédients BVP et vous avez une conscience en tout cas du consommateur qui s'inscrit vraiment en Corée du Sud sur les produits européens et français et la qualité. Slide suivante, s'il te plaît, Sosie. Pour ce qui est de la distribution, on est sur un réseau vraiment très tentaculaire. Vous allez avoir des grands groupes, donc ces conglomérats qui vont en tout cas posséder les différents niveaux de distribution, surtout au retail. Donc vous allez avoir les 3 niveaux les plus, je dirais, utilisés ou pratiqués. Donc le niveau un peu plus premium, ce qu'on va appeler les department stores, très similaires aux par exemple Galeries Lafayette ou encore la grande épicerie. Vous allez avoir le 2e niveau similaire à Carrefour, donc hypermarché, supermarché. Vous allez avoir ce qu'on appelle aussi les convenience stores, qui sont des magasins de proximité. La Corée du Sud est le pays qui a la plus forte concentration au monde de convenience stores, avec plusieurs marques, comme je disais, qui dépendent des différents conglomérats. Et donc, c'est des segments selon vos produits. Vous pouvez trouver un importateur A qui va pouvoir vous distribuer selon, au final, les différents segments et gammes de prix. Distribution aussi assez intéressante en Corée du Sud, c'est le e-commerce. Vous allez avoir 2 grands acteurs principaux qui sont Coupang, qui est un petit peu le Amazon coréen de façon générale, et Market Kurly, qui est vraiment focus sur les produits un petit peu plus premium. Ces 2 segments ne sont pas à négliger parce que comme on a une hyperconnectivité de la Corée du Sud, vous allez avoir beaucoup en tout cas de personnes qui vont souhaiter
notamment commander, on peut commander, nous, par exemple, avant minuit, on reçoit ces produits le lendemain matin à 6 heures. Et ça concerne tous les segments de consommation, que ce soit les surgelés ou encore de la farine, ce genre de choses. Vraiment, tout est consommé. Vous allez avoir aussi une vraie augmentation du on-trade parce que vous allez avoir cette occidentalisation et ce développement, en tout cas, de la consommation hors domicile. Et vous allez avoir une vraie premiumisation sur certains segments, donc par exemple les boulangeries d'artisans ou encore les cafés de spécialité. Ce genre de choses sont beaucoup en augmentation avec un vrai besoin et un vrai intérêt des importateurs sur les produits européens. Dernière slide pour la Corée du Sud. Donc, au niveau de tout ce qui va être réglementaire, vous allez avoir plusieurs points qui sont assez importants. Le premier, c'est que pour exporter sur la Corée du Sud, vous allez devoir être enregistré auprès d'un ministère coréen qui doit être renouvelé. C'est un agrément, en tout cas, qui doit être renouvelé tous les 2 ans. Vous allez avoir, comme je disais, grâce à l'ALE, les droits de douane qui sont nuls et notamment, vous allez avoir certains quotas qui peuvent être appliqués, etc., selon les catégories. Donc, il faut toujours vérifier selon sa catégorie l'application. Pour la viande et les charcuteries, dans tout ce qui est produits carnés, vous avez une interdiction notamment de la volaille à l'heure actuelle à cause de la grippe aviaire. Vous allez avoir le bœuf qui a été de nouveau ouvert en 2024, mais qui a été fermé depuis l'année dernière à cause de la dermatose nodulaire. Donc, on aurait une réouverture du marché peut-être d'ici 1 ou 2 ans. Et vous avez ensuite le porc qui est bien sûr autorisé, mais qui doit être par contre listé. Votre établissement doit être listé comme établissement agréé. Et vous avez ensuite le bio qui est reconnu depuis 2015, qui vous permet de ne pas avoir d'obligation de pouvoir de nouveau demander une certification, etc. Donc, c'est plutôt intéressant si vous avez des produits bio. Voilà un petit peu pour la Corée du Sud. Je laisse la main à ma collègue japonaise ou à Loïc, je crois, qui va faire la présentation. Au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur la Corée du Sud et de vous accompagner sur ce marché. Merci. Bonne journée. Merci. Donc, oui, la parole est à Loïc Gavet pour la partie du Japon. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais essayer dans les 15 prochaines minutes de vous tracer un premier tableau du Japon. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais y aller à grands coups de pinceau. Il est évident que si vous avez des questions après, on reste à votre disposition. Donc, en 6 points. Concernant le Japon, quelques évidences. C'est la 4e économie mondiale, donc c'est évidemment un poids majeur. Un de nos partenaires essentiels, en particulier dans la zone, notre deuxième client en Asie. Inversement, on est le 2e fournisseur européen, donc les Japonais clairement aiment la France. Pour ceux d'entre vous qui avaient l'occasion de venir au Japon, je pense que vous avez pu le voir. On exporte bon gré mal gré 1,7 milliard d'euros de produits agroalimentaires au Japon, dont 850 millions sur le food. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que autant c'est vrai que le vin, bon, a quelques difficultés, autant le food, en fait, sur des cycles de 5 ans à peu près, est en progression régulière au Japon. On va y revenir, il y a une variété de produits sur lesquels il y a des opportunités, en particulier à la faveur de la signature d'un accord de partenariat économique, le plus grand accord de libre-échange de l'histoire entre l'Union européenne et le Japon, qui supprime complètement ou partiellement, dans certains cas sur un certain calendrier, la grande majeure partie des droits de douane. Un autre point aussi assez connu, c'est le fait que c'est une plateforme de la gastronomie mondiale. La première ville au monde pour les Michelin étoilés, c'est pas Paris, c'est Tokyo. De cet ensemble de caractéristiques, joint également à la forte urbanisation du pays, fait que c'est évidemment un place majeure pour les produits gourmets, en particulier français. Slide suivante. J'ai effectué un focus sur 3 produits en particulier. Ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres. Il n'y en a pas d'autres, c'est juste que le temps est limité. Mais pour vous montrer un exemple du fait que si le marché est mature, très clairement, c'est à la fois des avantages et des challenges du Japon, c'est que c'est un marché mature, sophistiqué. Il y a quand même des secteurs où ça continue à progresser. Donc, 3 produits sur lesquels c'est particulièrement prometteur, ça va être le chocolat, la BVP et tout ce qui est porc et charcuterie. Le chocolat, le Japon est le premier consommateur en Asie.
On a évidemment un appétit pour tout ce qui est assez haut de gamme. Et il y a en particulier un intérêt pour les produits français. On a notamment deux gros événements que sont le salon du chocolat, que vous connaissez sans doute, qui se tient à Tokyo avec les grands magasins Isetan, mais également l'amour du chocolat, que vous connaissez peut-être pas, qui se tient à Nagoya, et qui, dans les deux cas, font la part belle en fait au chocolatier français. Concrètement, le salon du chocolat à Tokyo, c'est 40 à 50% des exposants qui sont français. Donc, il y a une vraie appétence pour le chocolat, notamment français. Et en fait, les événements en fait, ne font que gagner en taille. Maintenant, le salon de chocolat, ça dure environ un mois. Sur la BDP, c'est un secteur en croissance régulière. En 2015, on en a exporté, enfin, il s'en est importé plus exactement 612 millions d'euros. Et en fonction de la manière dont vous calculez, en fait, la France est le premier fournisseur du Japon. Toutes les grandes marques sont là, qu'il s'agisse de Le Duf, qui a une filiale, de Deli-France, de Château Blanc. Je ne vais pas faire toute la liste, mais voilà, c'est vraiment un marché prisé. Depuis quelques années, on voit des phénomènes apparaître, des événements apparaître dessus. Je parlais tout à l'heure de Isetan avec le salon du chocolat. Ils ont créé aussi un salon sur le pain qui s'appelle Isepan. Tout ça pour dire que c'est un secteur sur lequel il y a une vraie demande qui va assez dans le sens de la consommation, des produits simples d'emploi, faciles à consommer, et qui, ma foi, mettent en valeur l'origine française. Je pense qu'on a de vrais atouts à faire valoir et que les Japonais l'apprécient. Donc on exporte presque 100 millions d'euros de produits de la BDP. Un dernier produit qui est particulièrement vu, c'est le porc et la charcuterie. Alors, en fonction des années, le Japon est le premier pays au monde pour l'importation de produits porcins en valeur, pas en volume évidemment, mais en valeur. Les produits sont très valorisés. Et là, il y a en particulier une opportunité. Vous êtes peut-être déjà au courant que depuis fin novembre, début décembre de l'année dernière, nos amis espagnols ont des cas de peste porcine africaine, ce qui veut dire que concrètement, ils ne peuvent plus exporter au Japon. Et depuis la fin de l'année dernière, on reçoit des demandes de manière semi-régulière d'importateurs japonais qui cherchent des produits charcutiers français. On vient là encore récemment de finir un événement. On a vu les importateurs se succéder. Donc, encore un secteur sur lequel il y a vraiment des choses à faire. Slide suivante. Peut-être, au-delà des produits sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, quelques repères sur le comportement d'achat au Japon, pour que vous compreniez un peu où il se situe de manière générale. C'est un pays qui, ça je le dirai fréquemment, mais qui raffole des choses petites, pour tout un tas de raisons. Donc, qui fait des courses fréquentes, un peu moins maintenant, mais voilà, c'est assez distinct par rapport à d'autres pays. C'est un pays qui attache une importance particulière à la qualité, au storytelling, à la valeur. Une forte loyauté envers les marques. Un intérêt aussi donc, pour les produits santé. Il y a eu une grosse mode des polyphénols sur le vin dans les années 98. Il y a eu une grosse mode du régime méditerranéen avec l'huile d'olive jusqu'à encore récemment. Il y a des exigences très élevées en matière de qualité et de sécurité. C'est vraiment un pays, je pense que vous en avez sans doute déjà l'image, mais pour qui la qualité est importante. Un autre point important, c'est le fait qu'on va de plus en plus vers des monofoyers. Population vieillissante, faible natalité. Donc, il faut des produits rapides à préparer. Il faut des produits en petites portions. Ça, en demeurant, c'est pour le marché vraiment lié au retail, au consommateur. C'est un peu tant soit peu la même chose pour le marché des professionnels, où il y a un grave nombre de main-d'œuvre dans la partie CHR. Donc, avoir des produits simples d'emploi, c'est tout ce qui va être PAI, produits alimentaires intermédiaires, les fonds de tarte, ce genre de choses. C'est important par rapport au fait qu'ils doivent toujours gagner du temps. Et un dernier point important pour comprendre
l'achat au Japon, c'est vrai qu'il y a une certaine tradition du cadeau, un peu moins importante qu'avant, mais ça reste quand même, j'ai envie de dire, assez caractéristique du Japon. Et on a plusieurs sociétés qui vont vraiment être dans le business cadeau, notamment sur Internet, et qui reflètent le fait que voilà, il y a vraiment une demande pour des produits premium. Slide suivante. Si on parle de la distribution, au-delà des secteurs, là encore, il y aurait énormément à dire. Peut-être un chiffre tout simple pour situer, 150 milliards d'euros. Voilà, c'est la taille du marché quand on parle du retail. Peut-être trois grands points à avoir en tête, parce qu'encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire. Pardon, je le disais du retail de la restauration. De la restauration, 150 milliards d'euros, trois points à avoir en tête. Première chose, la variété des formats. Hein. Je l'ai dit un peu plus tôt, hein, le Tokyo, le Japon est une grande place de gastronomie. Ça signifie en fait une variété de formats. Ça va de restaurants d'entrée de gamme, qui un peu sont l'équivalent des pubs au Japon, qu'on appelle les izakaya, en passant par des restaurants où on va en famille, un peu comme le flunch, qu'on appelle au Japon des family restaurants, bien sûr le fast food, ce qu'on appelle au Japon les dinner restaurants, qui sont en fait les restaurants à l'européenne, en passant par tout un tas de formats en fait qu'on ne connaît pas forcément en France, comme Kyoté, enfin je ne vais pas faire toute la liste, mais ce qu'il faut avoir en tête, ce que vous pouvez voir un peu en dessous, c'est que j'avais employé l'expression un marché mature, un marché sophistiqué. La restauration l'illustre vraiment. Hein. On a beaucoup simplifié le schéma. En réalité, il y a une vingtaine ou une trentaine de formats différents. Et un format en particulier qui est important pour nous, c'est ce dont je faisais part auparavant, le fait que Tokyo est la première ville Michelin étoilée au monde. C'est une grande ville de restaurants gastronomiques. Un troisième point à avoir en tête, important pour la restauration, et qui fait écho encore à ce que je disais avant, c'est qu'il faut un service très spécialisé et efficace. Chacun de ces réseaux-là a des exigences en termes de standing, de niveau. Pour autant, il faut que le service soit irréprochable pour le consommateur. Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a un grave manque de main-d'œuvre au Japon. Donc, il faut, par exemple, on a une montée du surgelé, par exemple, dans la restauration, parce qu'il faut que les restaurants tournent avec moins de personnes. Donc ça, c'est pour des choses qui sont un peu plus bas de gamme. Pour le plus haut de gamme, ça va être des sauces déjà prêtes, ça va être des ingrédients, voilà, simples d'emploi. Si on a souffert pendant les années 2020 du Covid, depuis donc, il y a une bonne reprise. Donc, comme vous pouvez voir, donc, plus 7,3% l'année dernière sur la globalité de la restauration, et notamment plus 6,6% pour les diner restaurants qui nous intéressent en particulier. Slide suivante. Sur le retail, là, on s'approche presque des 300 milliards d'euros. Alors, là, il y a des choses vraiment très variées, des réalités très différentes. Pour le plus simple, vous avez ce qu'on appelle les convenience stores. Si vous êtes allé aux États-Unis, vous connaissez peut-être déjà les formats comme 7-Eleven, donc des commerces ouverts 24 heures sur 24. Ça représente plusieurs dizaines de milliers de points de vente, hein, environ 55 000, 56 000 points de vente. Trois marques vont faire 90% du marché, donc on est sur un oligopole, hein, très clair et affiché. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus, à part pour vraiment des très grands groupes. C'est tout ce qui va être pour des produits qui bougent très rapidement, de consommation très transformée. Les supermarchés, ça c'est vraiment important parce qu'au Japon, ils sont très atomisés. Les 5 plus grosses enseignes vont faire à peine 20% du marché. Vous connaissez peut-être les plus grands noms comme Aeon, mais au-delà de Aeon, des enseignes comme Ito Yokado, qui est aussi une grande enseigne nationale, mais beaucoup de supermarchés régionaux. Des Yaoko, des Beshiya. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y en a littéralement des dizaines. Ce qui est intéressant pour nous par rapport au fait que ça crée potentiellement plusieurs types de clients. Vous avez
société comme CGC qui va littéralement réunir des milliers de supermarchés indépendants. Peut-être les autres points, ça va être les drugstores, sur lesquels on voit en fait une progression des ventes de l'alimentaire depuis en fait le Covid, qui vont représenter environ, en fonction des estimations, entre 5 et 10%. Les department stores jouent un rôle disproportionné pour nos produits haut de gamme. Et l'e-commerce qui est de l'ordre de 5%. En gros, vous êtes sur les supermarchés aux alentours de 50 à 55%, les convenience stores entre 20 et 30%, les drugstores entre 5 et 10%, les department stores 5%, le e-commerce 5%. Évidemment, en fonction des sources, vous allez avoir une petite variation, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Et notamment, comme je vous disais, sur les supermarchés, ça crée potentiellement de nombreuses portes d'entrée. Ce qui est intéressant évidemment pour nous, pour trouver des débouchés, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a autant de PME qui exportent au Japon qu'il y en a en Chine. Tout simplement parce que justement le marché japonais a beaucoup de petits marchés de niche, a beaucoup de marchés régionaux. Voilà. Dernière slide. La suivante. Peut-être une conclusion sur l'aspect réglementaire et sanitaire. Il y aurait beaucoup à dire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, à la différence de pays, je pense comme la Chine, la réglementation japonaise est très stable. Alors certes, avec voilà, ils ont leurs exigences bien à eux. Elle était originellement assez éloignée des standards internationaux. Ces dernières années, comme les Japonais exportent de plus en plus, vous avez probablement déjà goûté du whisky japonais ou peut-être du bœuf japonais, du wagyu qui s'exporte de plus en plus. De fait, les Japonais s'alignent de plus en plus sur les normes internationales. Sur les additifs, on a certains additifs qui ne sont pas autorisés au Japon. C'est pour ça tout l'enjeu de bien valider avec l'importateur. Mais encore une fois, donc, il y a une harmonisation de plus en plus grande. On va avoir certains produits qui vont être assez spécifiques. J'ai évoqué tout à l'heure les opportunités sur la viande, en particulier la viande de porc. Avoir en tête qu'il faut un agrément spécifique pour le Japon. Donc voilà, on a mis quelques informations là-dessus. Il est évident qu'il faudra en parler plus longtemps. On exporte bon gré mal gré environ 80 millions d'euros de viande de porc au Japon. Autant dire qu'on arrive clairement à exporter. Il faut juste bien se préparer. Et sur les enjeux environnementaux, donc depuis l'année dernière, on a maintenant un nouvel accord cadre qui va nous permettre d'exporter des produits bio, y compris sur les produits animaux. On avait déjà un cadre d'équivalence sur les produits végétaux. Dorénavant, on aura également une équivalence sur les produits animaux. On a déjà de nombreuses sociétés françaises qui exportent sur le bio au Japon, notamment grâce à la présence de BioCebon depuis 2016. Ça reste un marché modéré, pour être parfaitement honnête, par rapport à la France, à l'Allemagne ou aux États-Unis. Après, j'ai envie de dire, il est modéré, mais croît de manière régulière. Je pense que de manière générale, et ce sera le mot de la fin, le Japon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est du travail long terme. J'ai employé à plusieurs reprises le mot mature sophistiqué. Comme j'ai montré un peu plus tôt sur la BVP, sur le chocolat, sur la charcuterie, il y a toujours des opportunités, il y a toujours de la croissance. On n'est pas sur des taux de croissance à 2 chiffres parce que c'est un marché mature. Par contre, voilà, on croît de manière modérée sur des cycles à 5 ans, travaillant avec les importateurs. C'est vraiment des relations long terme. En vous remerciant de votre attention. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Loïc. On va passer maintenant à Taïwan avec Anne Guinodo. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup Sozy pour la passation et Loïc. Alors, dans la famille Asie du Nord, le petit dernier c'est Taïwan. Alors l'avantage d'être le petit dernier, c'est d'abord que souvent c'est celui qui est chouchouté, hein, n'est-ce pas? Et puis le deuxième avantage, c'est que ceux qui ont fait la grasse mat ce matin sont là, donc ont pris leur café et sont réveillés. Alors, pour vous présenter en quelques chiffres, Taïwan, c'est un marché de 23 millions d'habitants. Donc, c'est pas forcément
voilà, un marché à volume. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant à Taïwan, c'est que c'est le deuxième pouvoir d'achat en Asie. Donc, un chiffre particulièrement frappant puisque, en fait, comme vous le savez peut-être via les nouvelles, alors, à part les nouvelles géopolitiques dont on parle beaucoup, j'imagine, en France, mais si on enlève ça, bien sûr, au niveau économique, en fait, Taïwan, en tant que 19e économie mondiale, est une économie en pleine croissance et les chiffres le montrent, on est à plus 7% de croissance PIB et avec un très faible taux de chômage. Et en fait, tout ça tiré par la demande croissante et continue sur tout ce qui est solution pour l'intelligence artificielle et le fait que Taïwan est aussi le leader sur les semi-conducteurs les plus performants. Donc, à part ça, on est, comme vous voyez sur la carte, alors il y a 3 grandes villes et en fait, on voit que Taïwan est aussi une ville particulièrement à l'affût, enfin un pays particulièrement à l'affût de tout ce qui est gastronomie et haute gastronomie, puisqu'on a déjà 60 restaurants étoilés au guide Michelin, alors que le guide est arrivé seulement en 2018, hein. Et c'est aussi le 3e importateur de crème et de beurre en Asie. Alors pour un marché qui fait même pas la ville de Shanghai en termes de population, c'est assez énorme et ça montre aussi cette tendance à l'occidentalisation en fait des habitudes alimentaires qui fait qu'il y a énormément d'utilisation des crèmes et beurres dans différentes cuisines et que ce soit des cuisines occidentales ou fusion ou la boulangerie-pâtisserie. C'est aussi le 20e client de la France pour les vins non négligeable et le 4e importateur mondial au monde pour les whiskies, donc avec des très grands connaisseurs. Alors, slide suivante, s'il te plaît, Sozy. Et donc, en fait, qu'est-ce que Taïwan importe principalement? Alors là, on a pris les top 10. Hein. Bien sûr, alors c'est un grand consommateur de fruits de mer, même si lui-même est exportateur, producteur et exportateur de fruits de mer. Et en deuxième ligne de mire, en fait, les produits laitiers dont on a parlé tout à l'heure, donc beaucoup de beurre et crème donc pour le food service et les industries, et les restaurateurs et compagnie, et aussi tout ce qui est fromage ou yaourt, etc. Et ensuite, c'est aussi un très grand importateur de café, de différentes préparations alimentaires, d'huile. Et vous pouvez voir en fait à droite, donc dans le petit carré vert, c'est les segments particulièrement dynamiques sur les 5 dernières années. Donc par exemple les produits laitiers, ça continue sur un dynamisme voilà, qui continue depuis déjà plusieurs années. Les cafés, en fait, Taïwan est un marché où il y a énormément, une grande densité de cafés, notamment de spécialité. Il y a beaucoup de torréfacteurs locaux qui sont particulièrement connus même sur la scène internationale et d'ailleurs des baristas aussi qui sont très connus. Vous avez aussi une grande augmentation et dynamisme sur les chocolats, alors notamment les chocolats de couverture pour le food service, mais pas que. On a présenté aussi des chocolatiers en fait qui font des bonbons au chocolat qui sont particulièrement eu beaucoup de succès. Les glaces, alors vous verrez dans la slide suivante après que les glaces, la France a une position particulièrement prédominante. Les huiles d'olive, avec plus 8% déjà par rapport à l'année dernière, mais donc sur une croissance relativement continue. Les pâtes alimentaires, les préparations de légumes, saucissons, et notamment des choses un peu nouvelles comme tout ce qui est préparation pour soupe potage. Et on va voir, en fait, c'est un peu la tendance. Alors, ça se répète un peu avec les tendances dont parlait le Japon, par exemple, du fait qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre et qu'effectivement, il y a de plus en plus de besoins sur des produits intermédiaires et des condiments qui aident en fait à faciliter pour certains restaurateurs, voilà, sans avoir beaucoup de personnes à disposition. Les vinaigres aussi en croissance, gaufres, gaufrettes, amandes et noix, fruits secs, tout ça sur une tendance diététique. Donc, slide suivante, là, on va voir les produits français. Alors, qui sont les fers de lance pour les produits français à Taïwan? C'est sans nul doute les produits laitiers avec 47%, qui représentent 47% des importations en valeur.
Et ensuite, les glaces. Alors, il faut savoir qu'à Taïwan, comme il y a vraiment en fait, euh, disons, cette image très positive des produits made in France, en fait, toutes les glaces Häagen-Dazs à Taïwan sont celles qui viennent des usines françaises. Donc, en fait, ils choisissent de ne pas importer des usines asiatiques et uniquement des usines françaises. Donc, ce qui explique en fait ce leadership sur les glaces notamment. Il y a aussi les produits BVP où la France est bien sûr leader. Les eaux minérales, le chocolat de couverture, toutes les belles marques de chocolat de couverture sont ici présentes et en développement. Et voilà, en fait, aussi les préparations de légumes, les différents ingrédients de BVP qui comprennent par exemple purée, préparation de fruits, purée de fruits, ce genre de choses. Et en fait, à droite, alors ce qu'on trouve particulièrement un fort potentiel, donc les produits restés, ça reste une demande qui est importante parce que chacun veut avoir sa marque et il y a encore des gens qui recherchent et des acteurs très, voilà, assez des acteurs importants sur le marché qui ont besoin de plus au niveau du beurre, de la crème. On a aussi une recherche de tout ce qui est produits niche à haute valeur ajoutée. Alors, ça peut être des produits de spécialité, des produits cadeaux, des produits un peu hors normes, les produits sains, et tout ce qui est préparation de légumes et fruits, et ainsi que tout ce qui est, en fait, tous les produits dont vous pouvez penser qui sont semi-préparés, prêts à l'emploi, pour la restauration en foyer, qui est voilà, aujourd'hui un phénomène majeur, c'est-à-dire que tout le monde cherche à gagner du temps avec la pénurie de main-d'œuvre qui est très, très aiguë au niveau du secteur de la restauration. Alors, la slide suivante, s'il te plaît. Et on va regarder justement au niveau des réseaux de distribution. Alors, sans nul doute, la RHF, en fait, la restauration hors foyer, est le principal circuit à Taïwan pour notamment les ingrédients et les produits français. Parce qu'il faut savoir qu'à Taïwan, comme tout à l'heure, la Corée aussi parlait d'une restauration en foyer très importante et en croissance continue. À Taïwan, c'est pareil, voilà, les gens mangent dehors, cuisinent très peu. Surtout le fait que ce soit de plus en plus des monofoyers font que les gens, voilà, au lieu de cuisiner pour une personne, est plus rentable finalement parfois en temps et argent de manger dehors. Et aujourd'hui, en fait, on voit que la RHF, les sondages, c'est à peu près 70% de la population qui prend 2 repas sur 3. J'allais dire 3 repas sur 4, mais on mange beaucoup à Taïwan, mais quand même. Voilà, 2 repas sur 3 à l'extérieur à Taïwan. Voilà, on voit que ça représente quand même 37,7 milliards d'euros, la valeur du marché en 2024. Et on a une densité incroyable de boulangeries-pâtisseries qui se rapproche presque des densités en Europe. Hein. Et aujourd'hui, alors au niveau bien sûr du retail, qui a un autre circuit bien sûr qui est très dense et très important, on a en fait 2400 GMS qui sont représentés par des mastodontes plutôt locaux, puisque en fait Carrefour a été racheté par Uniprésident, qui est un peu le leader de la distribution agroalimentaire à Taïwan, et PXMart, leader taïwanais des supermarchés, a racheté en fait toutes les parts de l'hypermarché des hypermarchés de Auchan à Taïwan. Donc aujourd'hui, on a 2 mastodontes taïwanais, plus un américain, donc Costco, qui est le deuxième Costco le plus rentable au monde après celui de Séoul. Et donc, en fait, Costco est très reconnu aussi est particulièrement dynamique, non seulement pour la vente en fait aux petits restaurateurs qui foisonnent de partout à Taïwan, mais aussi aux particuliers, puisqu'ils vendent des produits qui sont un peu différents en fait de tous les autres circuits, supermarchés et compagnie. Et donc les gens qui vont vouloir acheter des choses importées vont souvent aller chez Costco pour regarder. Et après, vous avez des supermarchés qu'on appelle les supermarchés gourmets, en fait des supermarchés qui sont plus sur des produits premium,
importés. Alors, ça peut être des produits importés du Japon ou des produits importés d'Europe, comme Mia C'est Bon, qui fait partie de Carrefour, donc aujourd'hui Uniprésident, qui est plutôt sur des produits importés européens, et Brie Super, qui est un peu mixte japonisant et européen, et City Super, qui aussi a ce côté mixte japonais, européen, importation. Voilà, donc ça, c'est des circuits particulièrement intéressants pour les importateurs de produits gourmets européens, puisque en fait, c'est là où c'est comme une vitrine pour eux pour afficher et communiquer vis-à-vis du consommateur final sur des produits, leurs produits importés. Voilà. Alors, j'ai pas parlé des convenience stores, mais c'est une des plus hautes densités aussi du monde en termes de convenience stores. Et bien sûr, le e-commerce à Taïwan est extrêmement dynamique. Mais par contre, les consommateurs taïwanais restent relativement proches des points de vente physiques quand il s'agit d'agroalimentaire. Ils aiment bien voir le produit, pouvoir tester les produits comme chez Costco où il y a beaucoup de dégustations dans tous les sens, des petits corners. Et donc, en fait, pour l'agroalimentaire, on est plutôt quand même sur des ventes physiques, sauf si on parle de snacking, où là, snacking, effectivement, l'e-commerce, c'est vraiment un must aussi. Alors, la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, et alors, quels sont les produits à fort potentiel à Taïwan? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais pour résumer, les 4 gros, je dirais, grands segments qui aujourd'hui sont les plus criants en fait en termes de demande, les produits laitiers qui restent, voilà, les snacking innovants ou fonctionnels. Donc, ça recoupe un peu à ce que disaient Rosine et Loïc sur la Corée et le Japon. C'est qu'on charge des produits un peu, alors, des snacking fort protéinés, fort en protéines ou un peu sain, plus santé, pour voilà, donner un peu, voilà, sentir même si on se fait plaisir, c'est bon pour la santé. Les plats prêts à l'emploi ou semi-préparés pour restauration hors foyer, produits intermédiaires. Et donc, en fait, là, vous avez quelques exemples, hein, comme les soupes déjà préfaites, des pizzas surgelées, enfin, mais pour la restauration, c'est plus des pâtes à tarte ou des pâtons surgelés qui sont prêts à l'emploi, qui peuvent être réadaptés, même les escargots surgelés comme nomade des jardins, ça c'est des produits qui existent sur le marché, hein. Et donc en fait ça peut être particulièrement intéressant dans le sens où aujourd'hui on a énormément aussi de petits restaurants du type bar à vin ou bistrot où ils n'ont pas forcément une cuisine très sophistiquée, mais ils souhaitent des choses qui sont faciles en fait à présenter aux clients tout de suite pour consommer avec le vin, l'alcool. Et ensuite, la catégorie aujourd'hui où il y a, je vais répéter ce qu'il disait Loïc, je crois, opportunité historique. C'est le cas aussi à Taïwan, c'est les charcuteries, puisqu'aujourd'hui on a le fait que l'Espagne les produits espagnols charcutiers soient bannis du fait de la fièvre porcine, et ben aujourd'hui, la peste porcine, aujourd'hui, en fait, à Taïwan, on commence à voir voilà, les stocks de charcuterie espagnole de plus en plus bas, on n'arrive plus. Donc, en fait, les charcutiers français ont toute leur place à gagner. Alors, ça me lie à la slide suivante où je vais expliquer les exigences réglementaires. Donc, en termes de viande et charcuterie, la viande, tout ce qui est produit porcin, il faut être dans la liste des établissements agréés. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça peut être relativement simple puisque en fait c'est sur dossier, c'est pas une inspection sanitaire sur place, donc il faut faire vite et faire la demande via France Agrimaire pour demander voilà l'autorisation d'être sur la liste. Après les autres produits viande, malheureusement c'est interdit, donc volaille, bœuf. Alors volaille c'est interdit, mais sauf si c'est sous conserve ou en fait
si cela a été soumis à une certaine température, ça peut être, voilà, par exemple, on a encore énormément de tout ce qui est conserve de foie gras qui est importé, puisqu'il y a une grande demande là-dessus. Donc, c'est possible, mais par contre, voilà, il y a des consignes strictes et le bœuf, c'est strictement interdit pour l'instant. Alors, au niveau des fruits, légumes, champignons, donc les fruits, pour l'instant, kiwi, pommes, mais dans les vergers agréés. Les légumes, en fait, c'est autorisé. Il faut juste faire vraiment attention aux seuils limites de pesticides. Les champignons, alors, il faut faire attention surtout aux seuils limites de métaux lourds et pesticides aussi, mais surtout métaux lourds. De ce que j'ai compris, il y a eu pas mal de truffes fraîches qui ont été bloquées aux douanes à cause de cette problématique. Donc, attention. Et réglementation sur les produits bio. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus d'équivalence entre les certificats du fait d'une absence en fait de revue des cahiers des charges des deux côtés en fait. Et aujourd'hui, on attend encore qu'il y ait des discussions là-dessus. Attention, il y a une dispositif d'additifs alimentaires. Bon, après, c'est des détails et il faut regarder au cas produit par produit. Et on est prêt, justement, le bureau de Taïwan, on peut regarder, si vous nous donnez vos codes douaniers, on peut regarder selon les produits, à quoi il faut faire attention, si c'est exportable. Donc, n'hésitez pas, en fait, voilà, à nous questionner là-dessus. Et pour résumer, donc un petit résumé de comment aborder l'Asie du Nord-Est. En fait, vous avez entendu les différents pays, mais en fait, juste pour couvrir un petit peu, vous verrez que effectivement, c'est des marchés dont les tendances se suivent un petit peu ou centre influence. Mais si on doit vraiment résumer, c'est que c'est 3 pays où il y a vraiment une exigence de qualité et de sécurité qui est très importante. Voilà, en fait, il y a zéro tolérance et aucun compromis sur la traçabilité et sécurité alimentaire. Le pouvoir d'achat est élevé. C'est une des zones c'est la zone la plus riche d'Asie, avec 200 millions d'habitants au total, une classe moyenne à fort pouvoir d'achat. Donc, c'est très intéressant pour les produits français. Il y a une forte culture du cadeau, ce qui fait de l'importance en fait, de tout ce qui est emballage, du storytelling derrière. Une ouverture et une curiosité vis-à-vis des produits innovants. C'est souvent les gens qui vont très rapidement adopter des nouvelles modes au niveau des produits fonctionnels, santé, des nouveaux concepts de restauration. Alors, les petites différences entre les pays, vous avez peut-être senti en regardant, mais en fait, ça se recoupe parfois un petit peu quand même. Mais alors, si on doit vraiment résumer, le Japon est où le consommateur est relativement conservateur fidèle. Il recherche vraiment la perfection esthétique, alors que la Corée, en fait, est digitalisée à l'extrême. Ils ont énormément d'attrait pour la nouveauté. Et les Taïwanais, si on doit vraiment les résumer, ils sont très curieux, très gourmands, avec des modes très éphémères souvent, mais ils aiment bien découvrir plein de nouvelles choses. Et il y a beaucoup d'influences en fait japonaises et occidentales à Taïwan au niveau des modes. Et dans les habitudes clés, je dirais en fait, mais là ça vaut également pour Taïwan, je pense peut-être en Corée aussi, tout ce qui est saisonnalité et petites portions. Alors saisonnalité, ça peut être par exemple, c'est la saison des fraises, et là il y a des fraises, mais partout. Donc il y a les gens aiment bien quand c'est des produits quand la marque arrive à s'adapter à une certaine saisonnalité et avoir des nouveaux produits. En Corée du Sud, on aime bien mettre en avant les petits formats fonctionnels, il y a une oxydation des produits, et à Taïwan, la culture du snacking est assez importante, on mange pratiquement tout le temps. Tout à l'heure, je disais 4 repas, j'exagère à peine, voilà, 4 repas par jour. Voilà. Et ensuite, en termes de bonnes pratiques, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est déjà vous renseigner sur l'accès au marché avant l'exportation et avant d'aborder. Donc, vraiment vous renseigner avec nos bureaux ou autrement hein, pour les exigences réglementaires. Ensuite, aussi mettre en avant, peut-être faire un petit listing de tout ce qui est référencement client. Donc, si vous êtes référencé chez Carrefour, Monoprix, voilà, ou alors dans les restaurants étoilés, dans des restaurants prestigieux,
Si vous avez des médailles, récompenses, label de qualité, label rouge, ou alors si vous avez déjà une expérience de réussite, n'hésitez pas à le souligner. Et après, ce qui peut être mis en valeur, c'est bien sûr la fonctionnalité du produit, les vertus diététiques. Alors, ils aiment beaucoup les vertus diététiques et nutritionnelles. C'est réconfortant en fait pour le consommateur quand il achète de se dire ah ça c'est riche en fibres, riche en oméga 3. C'est comme ça que des nouvelles modes se sont créées sur par exemple je sais la consommation d'huile d'olive, puisqu'en fait l'huile d'olive c'est un produit importé qui n'existait pas ici. Voilà, l'olivier. Et tout le monde s'est mis à cuire des choses à l'huile d'olive parce que l'huile d'olive voilà, a montré qu'elle avait des vertus diététiques et nutritionnelles intéressantes. L'histoire, concept de la marque, le fait que ce soit innovant, différenciant par rapport à d'autres marques, et le packaging très soigné, avec petit conditionnement, est vraiment remarqué pour les consommateurs. Et les petits coffrets cadeaux ou les coffrets DIY, ça, c'est assez intéressant aussi. Et donc, en fait, si vous abordez le marché en Asie du Nord, c'est un petit schéma fait par le Japon, mais qui est beau pour toute la zone. Hein. C'est vraiment que, en fait, il faut d'abord réfléchir aux exigences, à qui vous voulez, sur quel pays vous voulez les vendre. Vous rencontrez, bien sûr, en fait, il reste important d'aller à la rencontre des personnes. Les relations vraiment physiques sont très appréciées. Bien sûr, négocier, convaincre son produit, choisir son partenaire, très important parce que en fait, il y a une exclusivité morale, c'est-à-dire même si parfois il n'y a pas de contrat d'exclusivité, s'il voit que vous avez cherché à travailler avec 3 importateurs en même temps, sans les sonder, sans demander leur avis, sur des produits relativement similaires, ça peut devenir très problématique et il n'est pas, voilà, il est fréquent qu'on reçoit des appels par rapport à ça en disant ah mais vous m'avez présenté un fournisseur mais j'ai remarqué qu'il vend à tel ou tel, etc. Et parfois, ça peut fâcher jusqu'au point où bah, voilà, ils arrêtent le partenariat, ce qui est vraiment dommage. Donc, bien choisir le partenaire et ensuite entretenir des échanges, être précis en fait dans les réponses fournies. Et même quand vous n'avez pas les réponses, attention à au moins répondre aux mails en disant environ, voilà, si vous estimez que vous avez besoin d'un peu de temps pour répondre, n'hésitez pas à déjà accuser réception de leur email pour leur dire que vous êtes dessus et que vous allez leur répondre sous peu. Voilà, donc c'est tout pour nous. Et je laisse la parole à Sosie. Merci beaucoup. Hein. Je voulais vous remercier tout particulièrement pour cette synthèse en une petite heure de ces informations vraiment très, très enrichissantes sur ces marchés. Très pratique. Merci. Hein. Donc, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous ne sommes pas très nombreux. Donc, comme je l'ai signalé, beaucoup m'ont envoyé des messages en disant que sur ce créneau, il n'était malheureusement pas disponible. Mais si vous avez des questions, à activer votre caméra et à poser votre question directement, si vous le souhaitez, sur l'un des 3 marchés ou éventuellement sur le potentiel de votre produit. On est là pour vous répondre. Et les experts de Business France également. Oui, moi j'aurais une question. Mickaël Berton, Société Bonjour. Bactoc. Bonjour. Nous, on fait des desserts déshydratés donc à destination de l'Asie. On a réussi à rentrer en Chine et à Singapour. Et donc, le marché qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Corée. On a fait des essais avec succès dans une compagnie aérienne. Et maintenant, en fait, l'importateur ou le distributeur nous demande, en fait, oui, la FDA coréenne nous demande la composition des produits, mais en fait, ils veulent tous les ingrédients à la virgule, enfin, au dixième de pourcent près. Voilà. Et est-ce que ça, en fait, c'est quelque chose qui est classique en Corée? Est-ce qu'ils sont toujours comme ça?
Ou est-ce que c'est une demande que je dois considérer comme enfin, abusive, sachant que nous, bien sûr, on donne tous les produits, donc enfin, c'est une dimension légale, hein, en pourcentage, mais on ne donne pas la composition exacte, en fait, au centième de pourcent. Et eux, voilà, ils nous demandent ça. Est-ce que ça, c'est normal en Corée, ou est-ce qu'on doit s'attendre à ça toujours ou pas? Non, c'est généralement normal parce que vous avez des interdictions sur certains produits, que ce soit par exemple les additifs, ce genre de choses. Donc, ils ont vraiment Oui, besoin de la composition la plus poussée possible. Je vous avoue que les douanes et puis au niveau sanitaire en Corée du Sud, c'est très euh, au centième près. Donc, c'est vrai qu'ils ont besoin de toutes les informations. Les importateurs, généralement, prennent beaucoup de responsabilités envers les douanes, dans notamment l'importation des produits. Donc, c'est quelque chose de très courant. Côté Business France, ce qu'on fait généralement pour à ce moment-là simplifier beaucoup les exportateurs, c'est que vous avez des services réglementaires qui à ce moment-là vous accompagnent pour pouvoir faire les recherches exactement. Si vous à ce moment-là vous avez un besoin de visibilité sur ce qui est interdit et non interdit. Mais ça c'est vraiment sur je dirais à ce moment-là dès lors que vous avez l'importateur qui est assuré de faire l'importation avec vos produits et qu'à ce moment-là vous voulez avoir vous une sûreté je dirais sur ce que vous pouvez faire et pas faire. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire quand même la démarche en amont voilà, de présenter, dans ce cas, dans nos produits à, on va Oui, dire, à des gens que vous connaissez. Comme ça, ils nous disent, voilà, ça c'est bon, c'est go, no go. Parce que sinon, on commence à envoyer des produits et qu'on se rend compte exactement. là-bas que, ben, je sais pas, la palette est arrêtée, enfin, voilà, et qu'on on doit faire des retours. Enfin, pour nous, c'est compliqué quand même. C'est Donc, exactement ça. vous pourrez. Généralement, allez-y, pardon. Non, non, voilà, si vous pouvez me donner effectivement le nom d'un contact qui me permet donc à Business France d'étudier un peu ce sujet, de voir avec lui ou avec elle Mhm. comment on peut étudier ça en amont, moi, ça m'arrangerait beaucoup. Pas de souci dans tous les cas. C'est vrai que côté Corée du Sud dans l'importation, nous, le bureau, et notamment même avec Adoc, ce qu'on fait, c'est que généralement, on va regarder au niveau de vos produits ce qu'on sait, puisqu'on a quand même une connaissance. Là, aujourd'hui, vous êtes avec moi, mais il y a une chargée de développement coréenne qui connaît très bien les douanes, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle est chez Business France. Donc, elle sait, par exemple, au niveau des produits, ce qui peut être Parfait. sensible et non importable. Donc à ce moment-là, nous, on fait un premier checking pour vous recommander les produits à mettre en avant et à ne pas mettre en avant. Donc même voilà, dans le cadre de cette participation avec Adoc, il y a quand même un suivi des boîtes. On ne va pas à ce moment-là vous recommander de participer à une opération si on sait qu'il y a certains produits qui ne sont pas importables sur nos pays. Ok, très bien. Bon, normalement, ça devrait être bon, il n'y a pas de. Voilà, mais ok. Bah, je reprendrai contact avec vous du coup. Ok. Avec plaisir. Merci. Oui, merci. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Dans le cadre de notre mission, il y a vraiment une phase préparatoire pointue pour que vous soyez donc vraiment prêts et un entretien préparatoire préalable pour étudier le profil de votre produit, son potentiel et sa faisabilité, notamment au niveau réglementaire et sanitaire, pour entrer sur ces marchés. Est-ce Moi, qu'il y j'ai une aurait une question, autre question? Sophie, hein. Oui, 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 oui. Alors, Anissa, oui. donc On ne à te voit l'export. pas, mais c'est pas Ah, très grave. excuse-moi. Alors, attends. Hop, je mets ma caméra. Là, c'est bon? Parfait. Ok, bonjour, bonjour à tous. Moi, j'ai une question globale sur les trois pays parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'étoilés en fait, de la restauration étoilée dans les trois pays. C'est ce que je regroupe quand même comme information assez importante. Du coup, pour travailler avec les étoilés, il faut passer par un importateur qui leur redistribue les produits ou passer directement par eux, ce qui est un peu plus compliqué, quoi. Euh, Loïc, oui. vas-y. Ouais. Oui. Va y avoir les deux schémas, honnêtement. Majoritairement, quand même, vous allez plutôt passer par un importateur. On a des sociétés comme, je ne vais pas toutes les citer, mais Arcane, Classic Fine Food, Northern Express, etc., qui vont travailler avec ces étoilés, qui sont spécialisés dans la gastronomie européenne, française, italienne. Dans certains cas, anciennement, la branche japonaise de Classic Fine Food s'appelait Fresh F&B. Elle avait été créée spécifiquement en fait autour des étoilés. Donc, vous avez vraiment des spécialistes de ce secteur. Après, vous avez aussi certains hôtels, moins les restaurants, je pense quand même, mais certains hôtels, dans certains cas, vont faire de l'importation directe. Je pense par exemple à Niotani, qui ont une capacité d'importation directe.
Mais il faut partir du principe que ça va majoritairement, d'ailleurs pas que sur le segment des étoilés, mais la majeure partie des cas, vous allez passer par un importateur, oui. Qui D'accord, ont une ok. vraie sensibilité à la fois par rapport à ce segment au Japon, dans la distribution, et aussi évidemment par rapport à l'offre française, aussi bien sur les produits que même dans certains cas sur les appellations d'origine, et j'ai envie de dire, voilà, qui ont la sensibilité pour traiter ces produits. D'accord. Et comme vous êtes spécialiste du Japon, j'avais une autre question. J'ai vu qu'en Corée, donc, il fallait enregistrer les produits, hein. Est-ce que c'est la même chose au Japon? Est-ce qu'il faut enregistrer tous les produits qu'on exporte? Tout dépend de ce que vous appelez enregistrer. Il faudra de toute façon que votre importateur effectue une déclaration d'importation, oui, ça c'est obligatoire, avec votre liste d'ingrédients et votre méthode de fabrication à minima. Alors en fonction des produits, ça va être, il y aura plus ou moins d'éléments documentaires, mais ça c'est les éléments de base. Il faut, dans quel que soit le produit, qu'il y ait une déclaration d'importation, la liste des ingrédients et la méthode de fabrication. Après, le détail, si vous faites des champignons, il va y avoir des certificats de radioactivité. Si vous faites de la viande, il va y avoir comment on appelle ça? Un certificat sanitaire avec un agrément. Enfin, chaque produit va avoir sa spécificité. Est-ce que vous avez, par rapport à l'enregistrement, vous avez quelque chose d'autre en tête? Non, 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 c'était tout en fait. C'était tout. D'accord. Et juste au niveau des produits bio, j'avais une dernière question en fait. Je vois que le Japon, c'est pas encore ça en fait. Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, hein, ça pourrait l'être ou vaut mieux, alors je vois le Made in France en effet qui ressort énormément, ou vaut mieux arriver avec un produit qui en conventionnel hein, plutôt qu'en bio en fait? Je vais avoir. C'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Ce que je disais tout à l'heure de manière parfaitement transparente, on n'est pas au niveau de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, qui sont objectivement des grands marchés bio. Après, si vous prenez au niveau de l'Asie, je pense que le Japon a une certaine sophistication là-dessus, en ce sens qu'on a à la fois quelques chaînes spécialisées dans le bio et quelques importateurs spécialisés dans le bio. Vraiment des gens qui ne font que du bio. Euh, et ça ne va pas concerner tout le monde. Vous n'allez pas forcément avoir ce que vous avez en France, ou bon, quoique ces derniers temps, je crois que ça change un peu, mais en France, typiquement, vous avez du bio dans le hard discount, chez Lidl, etc. Le Japon ne va pas être à ce degré de maturité. Par contre, comme Bio c'est bon, on va avoir 25 points de vente. Vous allez avoir une autre chaîne japonaise qui s'appelle Bural, qui dépend du groupe de Life ou OK, j'ai un doute. Vous allez avoir Organic Natural House. Voilà. Et là encore, récemment, on avait un salon. J'ai eu 2, 3 importateurs bio qui sont passés une grande visite. Donc, il y a vraiment un marketing du bio, un secteur spécialisé, mais voilà, le degré de maturité n'est pas le même. J'ai envie de dire de manière positive que on a non seulement l'équivalence bio, donc ce qui d'une part facilite les choses, mais en plus, comme je le disais, depuis récemment, on a une équivalence sur les produits animaux. Donc, ce qu'on peut imaginer va faciliter le développement de ce marketing-là. D'accord. Après, voilà, clairement, il reste encore du chemin à faire, mais j'ai envie de dire, ça croît modestement. Voilà. D'accord. Mais c'est juste Euh, pour l'acte d'achat hein, que je demande, hein, parce Bien que sûr, si ça freine le fait qu'on soit bio, ben, autant qu'on vende un produit conventionnel, quoi. Vous voyez ce que je veux je dire? dirais, non, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne pense pas que ça le freinera. Je pense que tout au plus, en fonction de la catégorie que vous visez, moi, j'avais parlé avec l'ancien manager de Biocédon Japon. Il m'avait très clairement indiqué que voilà, il avait une typologie de consommateurs avec, par exemple, des sportifs qui cherchaient des produits vraiment sains, avec les jeunes mamans qui s'inquiétaient de l'alimentation de leurs enfants. Il faut voir que notamment au Japon, il y a l'équivalent, en fait, l'ancêtre de ce qu'on appelle les AMAP en France. Ce n'est pas exactement le même fonctionnement. Au Japon, on appelle ça les Seikatsuki Dokumiai. Et c'est vraiment populaire. J'ai une collègue japonaise qui a 3 enfants et qui commande auprès de ce genre d'AMAP
Pourquoi? Parce qu'elle veut que ses enfants aient des produits sains. Les repères ne sont pas exactement les mêmes, mais je pense qu'il y a une sensibilité de base, je l'avais dit avant, des Japonais à la qualité, à la sûreté. Après, c'est comment ils le traduisent. Un autre indicateur de ça, c'est, on n'emploie pas trop le terme en France, mais vous avez peut-être vu que les Nations Unies, depuis quelques années, ils ont mis au point un concept pour le développement durable de la planète, qu'ils appellent les SDG, les Sustainable Development Goals. Voilà, c'est l'ensemble de la planète, notamment dans le cadre du traité de Paris, qui s'y soumet. Et c'est là qu'on en revient à ce que je vous dis sur le verre à moitié plein, à moitié vide. Soit vous considérez que le Japon est le 12e du monde, donc 4e économie mondiale, pourquoi ils sont que 12e? Soit vous considérez qu'en fait, c'est les premiers non-européens. En fait, l'essentiel du classement des gens des pays qui sont en développement durable, c'est les pays européens. Et le Japon est le premier pays non européen. Et vous avez, dans certaines villes japonaises, je pense en particulier à Kyoto, voilà une sensibilité qui se développe là-dessus, et de manière générale, une sensibilité de base quand même des Japonais à une certaine harmonie, c'est assez dans leur culture. Mais c'est là où je dis, après, c'est le traduire dans les codes. Ils n'ont pas le degré d'éducation sur le bio qu'on peut avoir en France, où on travaille ça depuis des décennies. Ça, il reste encore du travail à faire. Mais c'est là où je le disais avant, c'est un travail dans la longueur. L'avantage du Japon, c'est qu'on a une certaine visibilité, que les Japonais ne font pas de coups à l'envers, donc on travaille dans la longueur. Et ça progresse modestement de manière régulière. Je n'ai pas mis de graphique là-dessus, mais si je vous montrais la courbe des importations des produits français, en fait, ce que je disais, c'est sur le solide, tous les 5 ans, en fait, on progresse. Et là, on est à environ 850 millions d'euros, on a encore progressé. Donc voilà, si on s'engage sur la longueur, on progresse avec le marché. D'accord, je vous Merci, remercie. merci. Peut-être Anne, très rapidement, et Rosine, je voulais dire 2 mots pour le Taïwan et la Corée, et après je passerai sur la présentation de notre mission Food Experience. Merci. Tu veux y aller, Anne, d'abord? Non, non, vas-y, vas-y. Pour vous répondre sur le système d'importation, notamment en Corée du Sud, généralement, quand vous voulez à ce moment-là toucher plutôt des chefs étoilés ou ce genre de type de distribution, vous allez passer avec des importateurs. Vous avez des importateurs qui sont spécialisés sur l'horeca et notamment sur la distribution auprès de ces chefs. Et c'est vrai que l'importation en direct, c'est-à-dire que des chefs qui vont à ce moment-là vouloir demander ou passer par des systèmes d'importation, ils achètent eux-mêmes, c'est assez mal vu, ils ne le font pas. En Chine, ça peut se faire, mais c'est vrai qu'en Corée du Sud, c'est pas du tout recommandé. Vous allez par contre avoir ce qu'on appelle des précurseurs, enfin des prescripteurs. Donc, par exemple, tout ce qui va être les chefs, les F&B managers qui n'ont pas obligatoirement de licence d'importation, mais qui vont avoir des relations particulières avec des importateurs, qui vont, par exemple, sourcer sur certains salons ou ont eu un contact avec certains exportateurs français et vont demander à ces importateurs-là de pouvoir importer les produits. Et c'est là où c'est stratégique, notamment les actions Food Experience, parce que vous allez avoir l'ensemble du segment agroalimentaire, avec notamment ces prescripteurs qui, eux, vont pouvoir goûter vos produits, les découvrir, et à ce moment-là, décider ou pas de mobiliser leur importateur pour ce segment-là. Mais généralement, on est plutôt sur un segment traditionnel, avec un importateur qui va sélectionner les produits, puis les distribuer sur l'ensemble du segment au niveau de la Corée. Et pour répondre sur Taïwan, alors pareil, en fait, les restaurants étoilés, pour les toucher, c'est via les importateurs qui sont assez spécialisés que les circuits, en fait, pour 2 raisons. Une, c'est les exigences réglementaires qui sont assez complexes en termes de selon le produit. Voilà, c'est l'importateur qui va se porter garant et qui va avoir en fait l'expertise pour savoir comment importer, dédouaner les produits. Donc ça, c'est une chose. Et puis après aussi, du fait de la diversité des produits, donc de pouvoir se fournir avec une fenêtre de contact avec ça. Même si je sais que il y a quelques années, il y a des restaurateurs qui ont essayé, qui se sont demandé s'ils ne pouvaient pas importer directement en se regroupant. Mais en fait, finalement, ils ont abandonné l'idée parce que c'était trop complexe. Il aurait fallu monter en fait une entité pour voilà, faire l'importation, etc. Et il faut aussi une licence d'importation pour ça. Merci, Ok, Anne. merci.
Merci Rosine. On pourra revenir lors de l'entretien préparatoire s'il y a besoin sur toutes ces questions. Je vais avancer pour pas trop dépasser au niveau du temps si vous voulez bien. Je vous demande d'encore donc quelques minutes d'attention. Je vais vous présenter cette mission qui va couvrir donc les 3 pays présentés. Donc voilà, cette mission s'adresse à tous les profils d'entreprise. On tenait à le préciser, à la fois les primo-exportatrices, parce que vous allez voir, on a un format qui peut être intéressant pour vous à moindre coût. Et pour tester le marché déjà dans un premier temps, voire plus, parce que je vais vous présenter quand même un retour d'expérience du Food Experience Japon 2025, où on a plusieurs success stories à vous partager. Les entreprises aguerries qui veulent se développer sur un autre marché ou développer leur propre marché déjà présent. Les produits, donc l'épicerie fine, sèche température ambiante, sucré et salé. Le fromage et la charcuterie, vous avez assez souligné le potentiel, 6 certifications et agréments déjà obtenus, puisque sinon les produits seront bloqués. Et nous acceptons aussi les boissons non alcoolisées, tout ce qui est NOLO. Les professionnels ciblés, ils ont été cités, hein, les importateurs, les grossistes et les distributeurs en épicerie fine, les grandes enseignes premium, gourmet, la GMS, le CHR. Alors, ce retour d'expérience, ça va être les mêmes formules qu'on va retrouver sur l'édition 2026 sur les 3 pays. Alors, vous allez avoir pour la Corée et le Japon une formule qu'on a présentée donc en 2025, c'est-à-dire une table collective où vous ne vous déplacez pas et on présente vos produits. Donc nous sommes partis avec 4 entreprises en 2025. Là, nous aurons des tables où on peut présenter 3 entreprises, 3 marques, où donc je suis un peu votre ambassadrice et Martin Baer, également notre représentant de la région. Et nous présentons donc vos produits. Martin parle couramment japonais et on peut s'accompagner aussi d'une interprète. Dans ce cadre-là, donc vous pouvez aussi participer en table individuelle, comme vous voyez là, où vous avez aussi la possibilité d'avoir une table entière uniquement pour votre entreprise. Et donc dans ce cadre, vous allez bénéficier d'une animation culinaire, dégustation. Donc c'est la photo là que vous avez dans le bandeau du bas, où nous avons organisé par exemple à Tokyo. Donc ça se passe à la résidence de l'ambassadeur à Tokyo. Donc un cadre assez prestigieux où une quarantaine d'importateurs ont été invités et nous avons travaillé avec 2 chefs ici, ce sont les chefs Pachon, père et fils, qui sont installés depuis des années au Japon. Ils ont introduit le cassoulet et l'aligot, qui nous ont fait une très très belle animation à partir des produits des entreprises participantes. La thématique était par exemple là sur le mariage, et nous avons eu de l'aligot, des dragées, un cocktail sans alcool, de l'huile à la truffe. Donc c'était une très très belle animation avec dégustation des importateurs, leur retour, et ensuite la possibilité sur notre stand sur donc ces 2 journées, d'avoir une journée à la fois plus promotionnelle et auprès des importateurs et des influenceurs et de la presse pour la première journée, et la deuxième journée plus professionnelle côté commercial avec des importateurs et des acheteurs. Donc les groupes de professionnels passent sur les tables et nous avons fait des speed dating à chaque fois, donc soit nous au nom des entreprises ou les entreprises elles-mêmes pour leur propre marque. Donc nous avons accompagné 6 entreprises, 4 donc étaient représentées, comme je vous l'ai dit, 2 en table individuelle, 3 entreprises dont des primo-exportatrices ont généré un courant d'affaires après cette action, donc ce qui est assez exceptionnel. Et suite à cet événement et d'autres événements auxquels nous avons participé, nous avons rencontré à plusieurs reprises l'acheteuse d'Aeon, et ce qui nous a permis d'avoir 5 entreprises sélectionnées sur la French Fair Aeon de cette année, qui a lieu là le mois prochain, fin avril, avec une belle mise en avant de la région Occitanie. Alors, le Food Experience en 2025, il y a eu quand même pour la Corée du Sud 200 visiteurs,
sur les 2 journées. Food Experience 354 et à Taïwan 300. Il y aura une invitation envoyée sur un panel de 1200 à 1800 visiteurs avec tous les professionnels que vous voyez ciblés là. Et donc, ce sera aussi l'occasion, dans le cadre de l'entretien préparatoire, de définir les réseaux de distribution que vous ciblez et voilà, de voir ce qui sera le plus pertinent pour vous pour cette action. Alors, le rétro-planning, nous faisons aujourd'hui donc ce webinaire de sensibilisation et d'information. Au 30 avril, nous clôturerons les inscriptions. Suite à ce webinaire, nous allons envoyer l'information pour vous inscrire avec la plaquette sur l'événement. Entre mai et juin, nous ferons des entretiens préparatoires. Et nous organiserons entre juillet et août le groupage des échantillons parce que je suppose que là, les délais sont encore rallongés vu les événements et le contexte actuel. Donc, par rapport au rétro-planning global, le premier péri donc, où nous serons présents, ce sera au Food Experience Corée du Sud. Le 23 octobre, il y aura une présentation du marché et une visite de point de vente. On pourra prévoir d'arriver la veille. Encore à confirmer, mais il y aura la possibilité d'installer les stands le 25 octobre, c'est le dimanche, hein, donc encore à confirmer. Je pense, Anne peut me le confirmer, que ça se passera à la résidence de l'ambassadeur également pour la Corée, à Séoul. Le 26, donc, il y aura l'exposition des produits et la dégustation des produits par les importateurs. Et une animation culinaire le même jour. Voilà. Et il y aura également une conférence d'inauguration. Pour le Japon, donc une arrivée donc le 26 octobre avec donc une conférence d'inauguration, une visite donc le 27 guidée des stands avec les journalistes et les blogueurs et un cocktail networking, une exposition des produits le 28 et une dégustation comme vous l'avez vu avec les groupes d'acheteurs et en parallèle sur un créneau dédié d'à peu près 1 heure, nous organiserons donc cette animation culinaire comme je vous l'ai expliqué dans lequel nous intégrerons tous les produits participants à cette mission au nom de l'Occitanie. Pour ceux qui peuvent rester, c'était important, donc difficile à intégrer avec ce timing très serré, mais le 29 octobre, pour ceux qui souhaitent, donc il y aura une visite de point de vente le matin prévue et un retour en France ou un départ pour le 3e pays pour Taipei. Alors pour Taipei, donc il y aura également donc cette journée donc de préparation, donc mise en place des stands. Une conférence d'accueil et à la fois donc une visite guidée avec des journalistes et des blogueurs, le cocktail networking. Le 3 novembre, l'exposition des stands et la dégustation des produits par les importateurs et acheteurs. Et dans le cadre de Taïwan, donc nous ne serons pas présents au niveau collectif. Donc il y aura une animation culinaire possible, mais en optionnel et par contre la payante. Et le 4 novembre, pour ceux qui le souhaitent, donc une visite également des points de vente le matin, un retour en France. Ça peut être aussi cette visite de points de vente dans la période intermédiaire entre Tokyo et Séoul. Voilà, là je vous ai remis donc le planning global synthétique partagé par Business France, je vous laisserai le regarder. Au niveau des formules, donc, ce sont les mêmes donc pour la Corée et le Japon. Nous avons donc 3 formules que nous pouvons vous proposer. Soit une formule de table individuelle complète pour vous, qui est à 2 800 € hors taxe pour un pays. Soit une demi-table individuelle à partager avec une autre entreprise à 1 700 €. Soit, comme je vous l'ai dit, donc une participation sur une table collective régionale où là, vous ne vous déplacez pas. Nous nous accompagnons bien sûr pour l'envoi des produits. Nous avons cette réunion préparatoire. Moi, j'étudie en détail la typologie des produits avec Martin Baer et nous vous les présentons donc sur cette table-là.
les places sont limitées à 3 entreprises par table. Donc voilà, il faut vite vous décider parce que l'offre est déjà voilà, assez demandée. Dans le cadre donc de cette formule, pour le Japon et la Corée, un circuit donc de visite de points de vente est prévu, une animation culinaire. Si vous êtes en table individuelle, pour un pays, il est fortement conseillé d'avoir un interprète en langue coréenne ou japonaise à 500 € par pays. Et si vous souhaitez aller plus loin, donc une analyse de votre offre, une organisation de rendez-vous B2B en amont ou après le salon peut être possible, donc avec un accompagnement très personnalisé à 1 625 €. Pour Taïwan, donc, comme je l'ai dit, à nouveau, les formules individuelles uniquement sont possibles. Donc la table individuelle à 2800, la demi-table, l'animation culinaire, l'option interprète et les rendez-vous B2B. Si vous participez à au moins 2 destinations, il y a donc 2 offres qui vous sont offertes. Une mise en avant soit sur un catalogue digital donc pour Taïwan et la Corée du Sud, avec une mise en avant sur la bannière d'accueil et un boost sur les réseaux sociaux avec un article dédié. Ou pour le Japon, donc la page publicitaire au dos de la couverture. Et également, si vous êtes sur 3 pays, le service d'interprétariat vous sera offert. Voilà, donc nous avons fini. Si vous avez des questions sur cette mission, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là et nous enclencherons, comme je vous ai dit, juste après ce webinaire, la commercialisation et la communication sur notre mission Food Experience. Si vous avez une petite question là, je peux la prendre et sinon je répondrai à toutes vos questions par mail. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Merci aux experts de Business France pour d'avoir animé ce webinaire avec nous. Et nous vous disons à très bientôt pour notre prochain webinaire. Et nous avons donc, dans le cadre de la semaine e-commerce des biens de consommation, un prochain webinaire sur un référencement et une rencontre avec des plateformes e-commerce justement à Singapour et en Australie. Et nous vous disons donc à très bientôt pour la suite de notre mission Food Experience. Merci pour votre attention et à très bientôt.